Précision, Éric Revel, il y a eu une très bonne coopération entre les polices et surtout un travail des policiers français qui ont très très vite repéré l'individu et ont su prévenir très très vite. Oui, on est impressionné par la rapidité avec laquelle l'enquête, je crois que c'est la brigade criminelle, et puis leurs collègues suisses ont mis la main sur cet assassin criminel. Alors évidemment, ça n'enlève absolument rien à l'émotion et à la douleur qu'on a pour la famille de Philippine, mais c'est impressionnant parce que ça veut dire aussi que, et ça c'est pour les assassins, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait qu'ils se mettent dans la tête, c'est que après un drame comme celui-ci, il ne devrait être nulle part à l'abri. Et moi, je suis impressionné. Enfin, je sais pas si j'ai pas une mémoire forte de ce type de drame, mais je trouve que ça a été fait de manière remarquable. Alors, on va partir maintenant à Dauphine, comme je vous le disais, parce que nos envoyés spéciaux nous attendent. Ils sont sur place, Augustin Donadieu, Raphaël Lazreg. Il y a évidemment beaucoup d'émotions, de colère aussi du côté des copains, des copines de Philippine, parce qu'ils ont appris ce qui s'était passé et qui était le meurtrier présumé. Oui, tout à fait. C'est ici un mélange d'émotions. À l'université de Paris-Dauphine, a commencé par la tristesse et le choc, puisque le corps de cette étudiante de 19 ans a été découvert non loin d'ici. Et ces étudiants avaient l'habitude de se retrouver dans le bois de Boulogne, sur ce lieu où a été découvert la dépouille de Philippine. Enfin, autre émotion, c'est cette colère qui prédomine aujourd'hui depuis qu'ils ont eu connaissance du profil de ce suspect. Ces étudiants se demandent pourquoi cette personne était encore sur le territoire français alors qu'elle était visée par une obligation de quitter le territoire, qui plus est alors qu'elle était récidiviste. Cette personne, ce suspect, avait effectivement déjà violé en 2019. Il avait été condamné pour cela, mais cette personne était en liberté. C'est donc l'incompréhension et également la peur dans les couloirs de l'université. Je vous propose d'écouter quelques étudiants que nos équipes ont rencontrés. Le drame, ça nous a tous touchés parce que ça aurait pu être n'importe quel étudiant de Dauphine, ça aurait pu être nous. Forcément, on projette sur nous, d'autant plus que pareil, on est des femmes, on a son âge, on est dans la même université. Après cette histoire, ça a fait remonter plus d'inquiétude, moins pour peut-être des hommes. Voilà donc une vive émotion de la part de ces étudiants qui continuent de se recueillir et apporter des fleurs au sein de cette université, et des étudiants également qui saluent ces témoins qui ont repéré cet individu avec un masque chirurgical sur le visage, avec également une pioche dans les mains, ce qui a évidemment permis d'avancer l'enquête très rapidement et de pouvoir le localiser en Suisse. Merci Augustin Donadieu, Raphaël Lazreg. On précise évidemment qu'il s'est enfui, qu'il a coupé son téléphone portable, et lorsqu'il est arrivé en Suisse, François Pupponi, quand il a rallumé le téléphone, que tout de suite l'alerte a retenti. Les policiers français ont prévenu leurs collègues suisses. Oui, c'est pour ça que ça a été vite, parce que grâce au signalement des témoins, on a pu le repérer, le suivre avec la vidéosurveillance, savoir qu'il avait pris un train, donc prévenir les Suisses en disant attendez, a priori il est chez vous, et dès que ça borne, voilà, on sait où il est. Et la police était en éveil. Mais c'est surréaliste. Quand on regarde, alors effectivement, quand on dit que tout s'est bien passé juridiquement. Mais si, on nous dit tout a été respecté, les textes ont été respectés. Mais c'est pas entendable en fait. Je suis désolé, c'est vrai, mais c'est pas entendable. Il y a quand même un juge à la fin qui refuse la demande du préfet de prolonger pendant 15 jours le fait qu'il reste en centre de rétention. Voilà, mais elle a appliqué les textes, voilà. Et moi, c'est inimaginable, incompréhensible, mais ce qui me sidère toujours dans ce genre d'affaires, c'est qu'il n'y a aucun responsable politique ou de la magistrature qui soit capable de venir présenter ses excuses. Oui, de dire, personne. Voilà, même si on considère qu'on a tout fait ce qu'il fallait, ça n'aurait pas dû arriver, on s'excuse auprès de la famille. Un peu d'empathie, au lieu de dire non mais attendez, nous, circuler, rien à voir, parce que c'est incompréhensible pour les Français, et insupportable. On salue l'arrivée de Reda Bellatch, policier porte-parole Unité Île-de-France, merci d'être avec nous. On va tout de suite voir avec Jacques Serret ce qu'il y a, parce que vous savez voir, c'est absolument stupéfiant dans l'ordonnance de renvoi du juge de la détention et de la liberté, Jacques, qui décide de remettre cet individu donc en liberté. Absolument, c'est-à-dire que le service police-justice d'Europe 1 s'est procuré l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention. Cette juge a autorisé à 3 reprises le prolongement de la rétention de Tawalida au sein du centre de rétention administrative de Metz, mais la 4e fois, elle a
ordonné sa libération. La préfecture de Lyon n'avait pas pu apporter la preuve qu'elle serait en mesure d'expulser cet individu dans les 15 jours, car il lui manquait le jour de l'audience un laissez-passer consulaire du Maroc qui viendra finalement quelques jours plus tard. Et dans le document que nous avons pu consulter, la juge souligne que cet individu n'a à ce moment-là aucun document d'identité, que même sa nationalité n'est pas établie. Elle écrit noir sur blanc que compte tenu de l'absence de logement ou d'insertion sociale, il n'est, je cite, pas à exclure que ce clandestin puisse constituer une menace à l'ordre public. Il y a, souligne la juge, un risque de réitération de faits délictueux compte tenu de son passé judiciaire, pour rappel condamné à 7 ans de prison pour viol. Pourtant, malgré ce constat, la magistrate conclut que les conditions légales ne sont pas remplies pour prolonger sa rétention parce qu'il n'y a eu aucun élément nouveau depuis 15 jours. Elle s'appuie évidemment sur les dispositions en vigueur. Elle prend donc la décision de relâcher cet homme de 22 ans. Nous sommes le mardi 3 septembre 2024. Il est 9h56. Quelques heures plus tard, ce Marocain sort du centre de rétention administrative de Metz et il s'évapore dans la nature. Jusqu'au moment où, évidemment, il tue Philippine. C'est vrai que ça nous fait bondir. C'est limpide, là, Éric Revel. Oui, alors, moi, je veux dire quand même, bon, il y a les règles qu'il faut changer, ça, je pense que tout le monde est d'accord sur ce plateau, mais il y a quand même, me semble-t-il, une dimension morale. Quand, dans l'ordonnance de renvoi du juge des libertés et de la détention, vous l'avez rappelé, il est écrit quand même. Il est écrit, elle le mentionne, c'est une femme, elle le mentionne, elle dit... Il y a un risque de fait délictueux et il y a un risque d'ordre de trouble à l'ordre, de réitération de faits délictueux et il y a un risque d'atteinte de trouble à l'ordre public. Non. Ça veut dire quand même que même si elle respecte les règles, je veux dire moralement quand même, il y a un sujet. C'est-à-dire que si vous considérez que cette personne est sur le point de peut-être réitérer des faits du même acabit, vous pouvez peut-être, je ne sais pas. Alors, je sais que le parquet communique et que le juge des libertés et de la détention ne communique jamais, mais pardonnez-moi, peut-être que les Français comprendraient mieux aussi le fonctionnement de la justice si, à l'instar de ce que font, par exemple, les policiers ou le parquet, il y a une communication, qu'on comprenne ce qui s'est passé, qu'elle explique, qu'elle a respecté les règles, c'est une chose, mais vous l'avez dit très justement, celle qui a été exécutée froidement par un assassin, c'est Philippine. C'est pas la décision. Moi, je suis révolté. Geoffroy Lejeune. Je suis révolté également, et moralement révolté, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric, moralement c'est inacceptable. Mais le problème, c'est que c'est pas de la morale, c'est du droit. C'est du droit. C'est du droit, ce qui est en train de se passer. Juridiquement, c'est imparable. Et juridiquement, c'est imparable. Ça veut dire que si cette JLD n'avait pas pris cette décision motivée comme elle l'a prise, il y aurait eu une contestation dans la seconde et ça aurait été cassé. Or, c'est la hantise du juge, quelque juge que ce soit, de faire casser sa décision sur des arguments juridiques. Donc, malheureusement, ils ne peuvent pas faire de morale. Donc, en fait, l'expression « on marche sur la tête » est parfaitement adaptée. On prend des décisions qu'on sait ubuesques et très dangereuses parce que sinon, le droit ne permet pas autre chose. Donc, c'est pour ça, Laurence, moi, je vous rejoins sur la conclusion. Il faut tout changer. Les règles, il faut les changer. Il faut tout changer. Reda Bellad, vous êtes policier. Alors, moi, quelle est votre réaction ? Attache avec les collègues, ils m'ont dit que très régulièrement, en fait, ce qui se passe, c'est que de manière quasiment systématique, on attend la fin de peine. Et je pense que le problème, il vient de là. Donc, l'individu est incarcéré. Et quelques jours avant sa sortie, là, on enclenche la demande d'expulsion. La procédure pour l'OQTF. Et je pense que le problème vient de là. Si ça avait été fait en amont et beaucoup plus tôt, l'individu aurait été pris en charge et reconduit. C'est-à-dire, dès le premier jour d'incarcération, on prévient le pays. Alors, le premier jour, ce serait l'idéal, mais même au cours, il est resté quand même 5 ans en prison. Je pense qu'on avait largement le temps de mettre en place un dispositif. Et donc, je pense qu'il faut revoir le système, donc déjà entre la préfecture, et parce que oui, à partir du moment où c'est administratif, c'est un peu plus compliqué. À partir du moment où il y a plusieurs entités qui rentrent dans la boucle, c'est plus difficile que quand il n'y en a qu'une. Donc moi, après, je suis aussi favorable au niveau dissuasion pour une judiciarisation, comme c'était le cas avant. Avant, c'est-à-dire quand vous aviez... vous faisiez face à une personne... Oui. Avant, on traitait ça, c'était l'infraction à la législation sur les étrangers ou infraction... Oui, c'est plus un délit. Donc, voilà, c'est plus un délit. Si c'est un délit, il y a une garde à vue. On a 24 heures, voire 48 heures pour mener une enquête, voir si la personne, elle est connue des services, elle peut être recherchée, elle peut avoir commis un délit ou un crime sur une autre commune, elle peut utiliser des alias. Donc déjà, pour l'enquêteur, ça donne plus de marge de manœuvre. Et en plus, dans les meilleurs cas, parce que ça s'est vu, très souvent, il arrive que le parquet défère l'individu. Même s'il n'y a rien après,
là, je parle que s'il n'y a pas de délit. Ça permet de gagner un peu de temps. Non, mais déjà, ça dissuade. On va arrêter de dire que la France, forcément, tu viens et tu fais ce que tu veux. Voilà. Juste une précision, mais peut-être que les services d'investigation d'Europe 1 et de CNews peuvent faire l'enquête. Il faudrait savoir combien à la préfecture de Lyon il y a de fonctionnaires en charge des OQTF. Juste combien? Je pense qu'il doit être un. Peut-être qu'il même il était en congé. Ils ont un nombre de dossiers et quand on transfère le dossier à la préfecture, effectivement, ils le font au dernier moment, quand ils ont le temps, comme ils peuvent. Ils écrivent voilà. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et donc, en fait, on n'est plus armé pour mettre en œuvre ces procédures. Et c'est des procédures administratives. Dans des préfectures où il n'y a quasiment plus personne dans l'ensemble de préfectures. Non, mais la situation, elle est pire, monsieur. Excusez-moi. La situation, elle est bien pire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une opération, comme le fait par exemple la sous-direction de lutte contre l'immigration régulière, donc au niveau de la banlieue, quand vous mettez en place une opération, si vous contrôlez un individu et que ce dernier vous présente un document comme quoi il a une OQTF, vous ne pouvez pas l'emmener. Non. Vous ne pouvez pas l'emmener? Non, on ne peut pas l'emmener. C'est comme une pièce d'identité. C'est une pièce d'identité, l'OQTF. Ça devient une pièce d'identité. Pourquoi? Parce que c'est un protocole avec les préfectures. Parce que comme vous le dites, les préfectures sont débordées. Ces services-là sont débordés. Vous n'allez pas le ramener. Et voilà, en plus, son OQTF, elle est valable 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, à chaque fois que vous allez contrôler l'individu, sauf s'il commet un délit, évidemment. Mais voilà, on avait parlé l'autre jour, on avait parlé sur votre plateau, par exemple, des ventes à la sauvette de cigarettes. Le gars, il n'aura rien si on l'interpelle pour un paquet de cigarettes. Mais s'il a une OQTF, il va vous présenter ça et puis il repart comme il est venu. Et donc, là, les gens aujourd'hui... C'est un totem d'immunité, ce que vous me dites, là, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de totems d'immunité dans le droit. Et bon, ça fait partie du droit. C'est formidable. Un petit mot avant la pause, Naïma. C'est vraiment terrifiant. Je vais reparler de désespoir. Parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'en fait, notre pays ne se donne pas les moyens de nous protéger avec des personnes qui sont dangereuses. On va parler des OQTF en général, mais des personnes aussi dangereuses. Vous vous rendez compte? C'est terrifiant. Parce que moi, je veux bien entendre qu'il n'y a peut-être pas assez d'agents dans les préfectures ou que, effectivement, les services de la préfecture, les différentes administrations ne discutent pas assez, mais c'est pas possible. C'est-à-dire le fait qu'on ne pense pas à demander à temps, justement, le laissez-passer consulaire de telle manière à ce que, quand il sort, il soit mis dans un avion. Vous vous rendez compte? Ça donne une gamine qui a été tuée, vous voyez? Et ça, ce n'est plus entendable. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus entendable et c'est terrifiant. Et je me mets vraiment à la place de tous ceux qui nous entendent, là, en train de parler de ça. Et moi-même, je me dis, mais on est dans une situation complètement kafkaïenne. Espérons qu'on trouve un jour une solution pour s'en sortir. Petite pause. On remercie Jacques Serret d'Europe 1. On va continuer à évoquer cette affaire terrible. On écoutera le témoignage de Claire Géronimi. 18h21, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque évidemment le meurtre de cette jeune fille philippine, 19 ans, et le profil du meurtrier présumé qui est toujours en Suisse. Il sera extradé, on l'imagine, dans les heures ou les jours qui viennent. On va écouter le témoignage d'une autre jeune femme. Elle s'appelle Claire Géronimi. Elle était sur notre antenne cet après-midi. Elle aussi s'est fait violer par un OQTF, c'est-à-dire qu'une personne qui était dans l'obligation normalement de quitter le territoire français. Elle raconte à quel point cette affaire ravive ses souvenirs à elle. J'ai vu hier soir que cet homme était sous OQTF, donc bien sûr, on m'a envoyé des messages, on m'a dit « Ah, j'ai pensé à toi ». Et en fait, ça justement, ça ravive l'histoire et je me dis encore une. Et en fait, au final, ça fait 1 an que je demande des explications de pourquoi mon agresseur n'avait pas quitté son territoire. Et au final, ça n'a rien changé depuis 1 an. Je pense toujours en insécurité, c'est pas parce qu'on s'est fait agresser 1 fois qu'on peut pas se faire agresser 2 fois. Et je pense que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sentent en insécurité aussi. En tant que femme, on est obligé de réfléchir à comment on s'habille quand on sort, réfléchir à prendre également sa petite bombe à poivre, voir si on doit pas prendre un taxi plutôt que de prendre les transports en commun. Donc à chaque fois, c'est un petit rituel qu'on met en place. Et en fait, je pense que les Français se sont habitués à ce sentiment d'insécurité. Le problème, c'est que c'est pas normal. En France, c'est pas normal aujourd'hui d'être dans un pays si développé et avoir un sentiment d'insécurité comme ça. Voilà pour le témoignage de Claire Géronimi. Reda Bellage, vous êtes policier. Elle dit voilà ce que ressentent des millions de femmes dans ce pays. Oui, je pense que au-delà des proches et de la famille, l'insécurité permanente. Derrière, les victimes, c'est ceux qui ont le plus de frustration. C'est nous, les policiers. Parce qu'en fait, c'est nous, on est censé les protéger, on est censé les accompagner. Et j'écoutais vers 17h votre allocution et vous avez dit quelque chose de très judicieux, c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a absolument rien de prévu pour les victimes.
Alors, je ne remets pas en cause les droits des gardés à vue, mais un gardé à vue, il va avoir des biscuits, une brique de jus d'orange le matin, un repas le midi, un repas le soir. Quoi qu'il arrive, vous êtes gardé à vue, vous avez ça ? Non, ça fait partie de ses droits. C'est ses droits. droits. S'il refuse de s'alimenter. Et là, on est obligé de le marquer, soit faire un PV de suite, soit le marquer sur son dépôt. Avant, on prenait l'argent de son dépôt pour payer nourrir. Ça. Là, nous, c'est l'État. Et la victime qui vient déposer plainte au commissariat ? La victime qui vient déposer plainte au commissariat, qu'elle soit victime d'un viol, d'une agression, de ce que vous voulez, elle n'a rien en fait. Et en général, c'est le collègue de terrain qui est soit de permanence avec le chef de poste, selon les horaires, ou l'OPJ ou l'APJ qui va être dans le service d'investigation, qui va prendre en charge la victime, qui va lui payer un café avec ses propres deniers. Il va lui payer un repas. Bon, on reste policier, on n'a pas des gros budgets, mais si on le fait pour chaque victime, ça va être compliqué. Et vous voyez, déjà là, depuis plusieurs années, j'ai l'occasion de parler de ça et jamais on a évolué là-dessus. Ah non, et on nous dit on a tout fait bien, le droit des délinquants, oh là, il est super bien respecté. Le droit des victimes, zéro. Zéro, François Bépany. Moi, quand j'étais à Sarcelles, je voyais ça. Les victimes, elles ne sont, entre guillemets, pas accueillies. Enfin, elles arrivent au commissariat. Elles disent, j'ai été victime d'une agression, je viens, mettez-vous là, et vous êtes au milieu de tout le monde, quoi. Il n'y a pas un endroit où on dit, écoutez, venez, mettez-vous dans une salle, on les met un peu à part, voilà, un peu, mais parce que les policiers sont débordés, ils ont autre chose à faire, ils ne peuvent pas faire, et puis les locaux ne sont pas adaptés. Il n'y a pas de lieu d'accueil pour les victimes. Il y en a donc certains commissariats. Là, en plus, vous avez ce qu'on appelle les unités médico-judiciaires, donc ils vont faire les constatations. Ce sont des médecins qui sont habilités à faire les constatations judiciaires sur réquisition de l'officier de police judiciaire, et des fois, eux aussi sont submergés, et du coup, la victime, elle doit attendre des heures. Alors que déjà, elle a mal vécu l'instant. Elle est dans un traumatisme total. Il n'y a personne pour l'accompagner. Écoutons juste, Naïma. Madame Aleno en a parlé. L'épouse du chef Aleno, elle en a parlé. C'est avec beaucoup d'émotion quand son fils est mort. Et elle a dit, mais rien n'est fait pour les victimes. Nous, on n'a pas eu d'avocat, on n'a pas eu de prise en charge. On a dû se débrouiller, on a dû faire face à notre peine et se débrouiller, alors qu'effectivement, le chauffard, lui... avait tous ses droits respectés. Exactement. Et Yannick Aleno avait, je me rappelle, a expliqué qu'il avait payé lui-même le transport du corps de son fils en ambulance jusqu'à la morgue. Absolument. Voilà pour le droit des victimes. Othman Nasrou, qui était ce matin chez Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1, secrétaire d'État à la citoyenneté et la lutte contre les discriminations, est revenu sur les conditions, les circonstances de la libération du suspect. Écoutez-le. Il y aura des questions qui seront posées. Je veux d'abord témoigner mon soutien aux proches, à la famille de Philippine, en mon nom, au nom de, évidemment, tout le gouvernement. C'est absolument atroce. Il n'y a pas de mots assez forts face à ce crime absolument ignoble. Il y a des questions qui se posent. Cet individu était en centre de rétention administrative. Il a été mis en résidence surveillée à quelques jours seulement de la délivrance du laissez-passer consulaire qui aurait permis son expulsion. Donc il y a des questions qui se posent. Il faudra les regarder de près. Et je sais que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est très mobilisé naturellement sur ces questions. Voilà pour Othman Nasrou. Un dernier mot là-dessus, François, puis après, on en reparlera tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, ça c'est les éléments de langage. On leur prépare des discours, on va regarder, des enquêtes vont être faites, on va savoir, le ministre de l'Intérieur. La question, est-ce que la préfecture a fait son travail ? Est-ce qu'il a demandé en temps voulu, comme il fallait, le fameux... Non, la réponse est non. Voilà. Non. Donc, la réponse est non. Non, mais si c'est le cas, c'est pas la peine d'attendre une décision de justice. C'est une décision administrative qui prend 24 heures et le préfet, il saute tout de suite. Moi, j'adore, j'ai beaucoup de respect pour Bruno Retailleau, mais si dans une situation comme celle-là, il n'y a pas une décision immédiate, dès lors qu'il y a une faute, qu'on doit démontrer, mais il faut une décision, ou au moins une communication tout de suite. S'il n'y a pas eu de faute, on s'excuse en disant je prends les textes, et s'il y a une faute, il faut qu'il y ait sanction. Parce que c'est ça qui est insupportable pour les Français, c'est qu'on a le sentiment que dans ces cas-là, il n'y a jamais personne qui est responsable. Bien sûr. Et ça ne ramènera pas la petite fille. Malheureusement, ça ne ramènera pas, mais ça peut peut-être éviter qu'il y en ait d'autres. D'autant plus que quand on parle des laissez-passer consulaires, le Maroc joue le jeu. Moi, j'avais discuté avec Didier Lesky, le directeur de l'OFI. Il disait le Maroc joue le jeu. Et en plus, quand certains disent on ne peut pas retrouver les origines, on ne sait pas quel pays, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, ils ont des téléphones. Et quand vous le voyez, vous pouvez regarder sur le téléphone, vous savez parfaitement où ils appellent et d'où ils viennent. Et vous savez exactement d'où ils viennent. Et puis la deuxième chose qui a été mise en place, mais je crois, Reda, que vous aussi vous le faites, par exemple en Allemagne, moi j'avais rencontré des responsables qui m'avaient dit qu'ils avaient des personnes pour reconnaître les dialectes. Les dialectes marocains, algériens ou tunisiens, par exemple, pour citer ces trois pays du Maghreb, ne se ressemblent pas. C'est très facile. Et
en Allemagne, ils ont des personnes pour identifier les dialectes. Il y a toujours quelqu'un du consulat qui vient, qui traduit, qui confirme si l'individu il est algérien, marocain, tunisien, s'il y a des accords avec le pays ou pas. Après, il y a aussi un vrai sujet, il y a le système, mais il y a aussi l'opérationnel, c'est-à-dire la gestion opérationnelle de ces gens-là. Au-delà du suivi, on en a parlé souvent sur votre plateau, les CRA gérés par la police nationale, ils sont blindés. Ils sont blindés. Vous l'avez vu à Vincennes, on a fait vous avez fait combien de reportages, je crois, 4 ou 5 en un an. On a régulièrement des évasions. On est en manque d'effectifs. Donc s'il y a une volonté, je sais qu'on ne peut pas investir partout, mais si la sécurité des Français, c'est vraiment une priorité, je pense qu'il faut investir. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord, je pense qu'on sera d'accord, qu'au moins on ait comme priorité que les OQTF qui sont incarcérés, on fasse en sorte que le jour où ils sont libérés, on les amène. Oui, les incarcérés, et puis aussi les incarcérés. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, les CRA, normalement, de base, sont créés pour les OQTF, voilà, les personnes qui ont une interdiction de rester en France. Ou mais qui n'ont pas forcément été condamnés. Voilà, pas forcément condamnés, de base, ça. Mais le problème, c'est qu'on a une saturation, et à un moment, ceux qui commettent des délits de droit commun, voire plusieurs délits de droit commun ou des crimes, vont en CRA. Mais la problématique, c'est qu'on n'a pas assez de CRA. Et on n'a pas assez d'effectifs pour gérer ces CRA. Dans ces centres de rétention. Donc à un moment, il va falloir investir. 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe.